Bonsoir à tout le monde, bienvenue dans cette soirée frontière. Ouvrez la parenthèse, S, fermez la parenthèse. Donc vous pouvez admirer une magnifique exposition de François Burland sur les murs. Nous sommes ravis d'accueillir Alban Lefranc, Patrice Luché, Jérôme Davio, François Burland, Hélène Gaudy, Adrien Papin. Je vais vous donner le programme de la soirée. Donc vous entendrez Alexandre, Ilmar, Gertrude, je n'ignore pas, Valériane, Le corps les enfants, j'avais peur de marcher sur le père, Disparaître, Norman Holter, Il marche, ça va bien se passer, Géographie croisée, Avec l'ami d'enfance, Il pleut, Fusion, Il marche, Les cheveux de Jérôme, Sécession, Je n'ai pas de terre, Lichtenfeld, et ça finira par Électrique. Bonne soirée. Alexandre m'aurait laissé un mot s'il était parti chez sa mère, je suppose. De son écriture appliquée, de contemplatif élevé au-dessus des préoccupations matérielles. Il a gagné, une fois de plus. C'est moi qui vais nettoyer, m'agiter comme Marthe, ménagère soumise et affairée. Je fais couler l'eau brûlante sur la vaisselle amoncelée dans l'évier, je brosse les assiettes comme si je tenais sa tête contre les poêles en crin rêche, j'abandonne la vaisselle et décide de me lancer dans la collecte des saloperies dispersées sur toutes les surfaces et à toutes les hauteurs avec des sachets de cacahuètes, des restes de pizza et des canettes de bière. Pile de journaux, prospectus, des pièces d'auteurs dont je n'ai jamais entendu parler, un certain Mathieu Vaudu par exemple, convie les spectateurs à une expérience citoyenne des jours redoutables imminents. Des tracts politiques aux titres obscurs, pour une refondation du bloc républicain, grand meeting du parti de la justice forte. Les mains gantées, je jette tout ça dans un sac poubelle 100 litres à double fond et anse renforcée. Je prends la décision soudaine et irrévocable de jeter le tapis jaune pisse du couloir qui n'a pas dû être lavé depuis notre installation. Je le roule à travers des nuages de poussière, je le pousse à coups de pied contre la porte d'entrée en jetant à mi-voix des connards, connard A, le sale connard, connardo. Absence du nom du père, psychose, m'a-t-il cité Lacan une des dernières fois que nous nous sommes parlé, le connardo. Tu devrais lire le mythe individuel du névrosé, je dois avoir ça quelque part, ça te ferait du bien. Je l'aurais bien giflé s'il n'était pas si grand, sa tête à hauteur de l'ampoule du plafond, surplombant là-haut les confusions humaines. Pur et sublime esprit, synthèse des derniers jours de l'humanité, connard, connard, connardo. Nous partageons l'appartement de la rue des Pyrénées depuis 15 ans. J'avais d'abord cru que sa dépression, le puits sans fond de sa dépression, d'où il sort la tête parfois, me revigorerait comme un petit vent sibérien. Que mon rôle obligatoire de bout en train joyeux me rehausserait à mes propres yeux, mais sa lenteur, son affreuse lenteur, ont eu raison de moi. Je risque de glisser à mon tour dans son puits, de compatir, je m'enfonce. C'est faux, lui avais-je répondu. Lacan déconne complètement, c'est connu, il a fait interner Artaud, et je t'interdis de faire le prof avec moi. Pendant 3 mois, ils vont marcher. Les images ne disent rien du temps massé entre elles, rien des longues plages de vide entre les rares instants où ils se mettent en scène. Ils marchent, et ils n'entendent pas le bruit de leurs pas. La neige absorbe, épouse, volatile, s'insinue dans l'interstice entre la chaussette et la chaussure, dans les oreilles, le cou. Elle semble douce, elle mord. Ils marchent. Aujourd'hui comme hier, à n'importe quelle heure la nuit, le jour pareil. Quand il a été possible de dormir un peu, ils se relèvent puis marchent jusqu'à se coucher encore, mordre dans la viande, coller leurs mains au réchaud, dormir. Un peu de tiédeur les uns contre les autres, puis de nouveau s'extraire, marcher, jusqu'au prochain sommeil. Le réveil est un abattement profond, une perte totale de repères. Ils ne savent plus quelle heure, quel jour, n'ont plus aucune idée du lieu où ils se trouvent. Ils marchent, mais ce n'est pas une marche droite, linéaire, non. Ce qu'ils doivent faire, c'est tirer tous ensemble le premier traîneau sur quelques mètres, glissant plus ou moins bien selon la qualité de la neige sous les patins, puis revenir et recommencer avec le deuxième, avec le troisième chargé du canot. Leur marche ainsi faite d'incessants retours en arrière pour aller une à une les embarcations. Ils marchent, gardent leur drapeau sur eux comme ils gardent la viande, à même le corps pour la décongeler, histoire de l'avoir à portée de main si l'occasion leur était enfin donnée de le planter plus loin que les autres. Ils marchent, à travers ces jours qui n'en finissent pas, une seule journée interminable, comme si le temps ne laissait plus de traces, leur corps devenu le seul baromètre de moins en moins fiable, puisqu'il s'efforce de rester sourd à ses appels. Alors il y a des heures,
Des jours entiers où eux aussi perdent leurs limites, leurs frontières, où à l'unisson du jour polaire, ils ne sont plus qu'une marche dans la lumière. Ils marchent dans cette clarté égale, la moustache constellée de neige omniprésente, s'assurent les uns les autres, toujours vérifier qu'ils sont bien là tous les trois, chacun pour ses compagnons un repère et une borne. Ils se surveillent comme on scrute un enfant à qui on vient de lâcher la main. Il ne faut pas qu'il s'éloigne, il ne faut pas qu'il faiblisse. Ils savent que celui qui faiblit mettra à terre les autres. 3, c'est un chiffre qu'on ne peut amputer, diviser. Si l'un d'entre eux flanche, le triangle s'aplatit, disparaît. Mais je n'ignore pas l'existence matérielle de ce qui en nous sur nous, par nous, contre nous, fait frein et obstacle et mur à la fusion. Bientôt alors, il y aura une histoire de toutes les sortes d'hommes et femmes et de tous les mélanges en eux et elles. Un jour, il y aura une histoire de chaque homme et de chaque femme qui est ou sera vivant, vivante, et de la sorte de nature en eux et elles, et de la façon dont cela sort d'eux et elles, de leur début à leur fin. Un jour, alors, il y aura une histoire de chacun, chacune d'eux et elles, et des millions toujours faites tout comme eux et elles. Il y aura un jour une histoire de toutes et tous, d'eux et elles. Il y aura une histoire d'eux et elles, et là, il y a là un début. Je n'ignore pas que ce vernis jaune fluorescent m'a été offert par la sœur de mon amoureuse de l'époque et qu'il ne remplit pas très bien sa fonction attendue, c'est-à-dire qu'il ne me fait pas briller dans la nuit, qu'il fait plutôt un pâté à peine brillant sur mes ongles, même après 3 ou 4 couches, et pourtant j'essaye à nouveau. Un jour, alors, il y aura une histoire de toutes les femmes et tous les hommes, de tous les hommes et de toutes les femmes, de chacun et chacune, des mélanges en eux et elles, de la nature profonde et des autres natures en eux et elles, d'elles-mêmes à l'intérieur d'eux-mêmes. Il y aura alors une histoire de toutes et tous, de tous leurs êtres et de comment cela sort d'eux et elles, de leur début à leur fin. Ah ouais, merci, j'avais oublié. Je n'ignore pas non plus qu'il est possible de penser devenir une sorte d'homme lesbien délavé, mais que pour de ce qui est de sa réalisation, ça je ne sais pas encore très bien. On essaye, c'est le principe. Un jour, il y aura une histoire de toutes celles et ceux qui ont été ou sont ou seront vivants, vivantes. Et elle n'est pas écrite pour quelqu'un, quelqu'une en particulier. Elle donne à tous et toutes dans leur vie la dernière fin de l'être. Elle fait ainsi d'eux et elles des êtres réels. Elle donne à chacun, chacune qui est, a été, sera vivant, vivante une vraie continuité. Et toujours alors qu'on se regarde encore et encore, alors qu'on les voit marcher, manger, s'asseoir, coudre, travailler, dormir, être bébé, enfant, homme et femme, adolescent, adolescente, hommes et femmes adultes, hommes et femmes vieillards, vieillissantes, hommes et femmes vieilles et vieux. Alors qu'on voit chaque moment de leur existence, il y aura un jour une histoire d'eux et elles. Il y aura un jour une histoire de chacun, chacune d'eux et elles, et de la nature en eux et elles, d'eux-mêmes à elles-mêmes en leur être, de la nature ou des natures mêlées en eux et elles, et de la révélation de cet être en eux et elles, d'eux et elles, de leur début à leur fin. Je n'ignore pas que quelques mois après que les abords de la voie d'accès au port de Calais se soient remplis de grillages et barbelés et concertinas. La concertina, ce sont ces barbelés qui sont remplis de lames de rasoir. Je n'ignore pas que quelques mois après que les abords de la voie d'accès au port de Calais se soient remplis de grillages et barbelés et concertinas tout à fait tranquillement, comme aux abords des prisons,
On a pu relayer et dire partout, et ainsi apprendre à tort partout, que les incendies survenus lors du démantèlement du bidonville de Calais étaient dus à une espèce de rituel obscur afghan, que tout était normal et tranquille en somme. Je précise que la concertina est constituée d'acier, un matériau résistant et difficile à faire entrer en fusion, à moins d'y aller sacrément fort en termes de feu, de chaleur. Tout ça. Dans la seconde sorte d'E et L, la sorte dépendante, indépendante d'E et L, qui ont aussi, à travers toute leur vie, une nature de jeunes servantes en E et L. Dans cette sorte d'E et L, il y a beaucoup d'E et L qui ont une soumission effrayée, timide en E et L, avec une résistance par endroits, par moments en E et L. Il y a beaucoup d'E et L qui ont cette soumission comme souffrance patiente en E et L. Ils et elles ne l'ont pas en E et L. Beaucoup de celles et ceux d'E et L à ne choisir leur propre mode de vie, à ne choisir leur propre amour, à ne choisir leur propre existence à tout moment de leur vie. Parfois, un jour, certaines de celles et ceux d'eux et elles ont une résistance en eux et elles. Parfois, c'est en eux et elles une façon obstinée qu'ils et elles ont en eux et elles. Parfois, c'est une direction trop forte d'eux et elles, et alors, ils et elles ont une résistance en eux et elles. Parfois, de quelqu'un, quelqu'une autour d'eux et elles, dépendant d'eux et elles. Parfois, de sentir un jour dans leur vie se sentir eux-mêmes et elles-mêmes en eux et elles. Et pour le moment, je peux dire que je ne brille toujours pas dans la nuit. Bonsoir. J'espère que ça va pour vous. Merci d'être là en tout cas. Les textes que je vais lire ce soir, en fait, je voudrais les dédier, dédicacer, dédier, je ne sais pas comment il faut dire, signer à quelqu'un. Ce quelqu'un, il est là dans la salle, il s'appelle Éric Chevance. Et pour tout ce qu'il dit, pour tout ce qu'il fait. Le premier texte que je vais lire s'appelle Valériane. Valériane. Valériane est stagiaire, jeune étudiante, toute jeune. Elle passe le diplôme, très convoité, très convoité, très convoité, très de manipulatrice en radiologie. En quoi cela consiste, manipulatrice en radiologie? En quoi cela consiste, manipulatrice en radiologie? En quoi ça consiste? En quoi ça consiste, manipulatrice? En quoi ça consiste? Car les intitulés deviennent si techniques, si éloignés, si abstraits, si que Valériane, souvent, elle est obligée d'expliquer qu'elle effectue des actes de radiologie, des actes d'imagerie médicale, le plus souvent pour confirmer ou infirmer, affirmer pour un diagnostic, mais parfois aussi dans un accompagnement plus proche et plus dur quand on est stagiaire du patient. Donc il arrive à Valériane de participer au traitement, souvent lors de, par exemple, au hasard, par exemple, lors de cancer. Tout ceci, Valériane le sait, s'y forme, car c'est son métier pour confirmer ou infirmer, affirmer pour confirmer ou infirmer, affirmer pour. Aussi, quand ce matin, pour la première fois, elle voit arriver Adama, elle comprend pas bien, elle ne comprend pas déjà pas, elle comprend pas déjà pas, le papa, elle comprend pas Adama, c'est vrai, il parle pas français, Adama, il parle pas un mot de français, Adama, tout en A, il vient pour une radio. Comme on dit communément, une radio. Adama, il a un document pour effectuer un test osseux, une radio de la main et du poignet, un test osseux, de la main, du poignet, pour déterminer son âge, plus ou moins. Certains préconisent même des radios des omoplates, plus précises, d'après eux. Toujours est-il qu'Adama est installé devant Valériane, et Valériane, elle pose la main d'Adama, qui est installé devant Valériane, et Valériane, elle pose la main d'Adama, et ils sont installés, Adama et Valériane, et c'est Adama, et c'est leurs mains.
Et Adama, il tremble. Et Valériane, elle comprend pas pourquoi il tremble. Car on ne lui a jamais dit, elle est stagiaire, on lui a jamais dit qu'Adama, il allait trembler, ni pourquoi il allait trembler. Et Adama, il tremble si fort, il tremble pour confirmer ou infirmer, confirmer, infirmer, affirmer, affirmer, pour confirmer ou infirmer, confirmer, infirmer, affirmer, affirmer, pour que Valériane tremble à son tour. Valériane se met alors à parler doucement, mais rien n'y fait. Valériane, elle parle, Adama, il tremble. Valériane, elle murmure, Adama, il tremble. Valériane, douceur, Adama, il tremble. Valériane, sourit, Adama, tremble. Valériane tient la main, et Adama, il tremble. Tant et si bien que la table tremble, que le sol tremble, que la salle tremble, que l'hôpital tremble, que la ville tremble, que le pays tremble. Et Valériane trouve qu'il n'y a pas de raison de trembler, que le pays n'a pas de raison de trembler. On voit pas comment un pays il peut trembler devant Adama. Adama, il tremble quant à lui pour confirmer ou infirmer, confirmer, infirmer, affirmer, affirmer pour confirmer ou infirmer, confirmer, infirmer, affirmer, affirmer pour. Car la radio va déterminer son âge et que cette radio va déterminer la suite de sa vie ici, de son accueil ici. Pas d'autre chose se joue ici. Qui s'occupera d'Adama? Qui s'occupera de s'occuper de son accueil? Qui des formalités? Qui des demandes? Qui du dépôt des demandes? Qui des demandes formelles? Qui pour son accueil, son asile? Et Valériane ne comprend pas, tout en comprenant que ce geste médical qu'elle fait n'est pas là pour un diagnostic, ni pour un soin, mais pour un test, pour une évaluation, pour confirmer ou infirmer, confirmer, infirmer, affirmer, affirmer, pour confirmer ou infirmer, confirmer, infirmer, affirmer, affirmer, pour. Valériane en a gros sur les épaules de cette responsabilité et gros sur les épaules du regard d'Adama sur sa propre main, sur leur propre main. Jamais union de mains aura eu tant de conséquences dans la vie. Pour lui, à ce jour, Adama, unir les mains, c'était aimer pour toujours. Unir les mains, c'est se marier. Mais ici, c'est pas ça. Et Adama, qui tremble tellement, a du mal à voir le visage de Valériane derrière ses mains. Adama voit une jeune femme qui a un pouvoir infini, qui peut, suivant sa décision, le faire rester. C'est la seule fois qu'Adama et Valériane seront ensemble, unis, coordonnés, ensemble. C'est Florent, c'est beau, enfin c'est bof, hein. Pour confirmer ou infirmer, confirmer, infirmer, affirmer, affirmer, pour confirmer ou infirmer, confirmer, infirmer, affirmer, affirmer, pour. Et Adama sent qu'elle va tout décider, la suite de sa vie ou pas, sa vie ou pas. Et Valériane sent que l'on l'oblige à décider la vie d'Adama, la suite de sa vie ou pas, sa vie ou pas. Valériane, Adama, Valériane, Adama, Valériane, Adama, main dans la main, main dans la main, main dans la main. C'est beau, c'est bof. Valériane, Adama, qui ont le même âge. Ligne, couloir, lien, fluide. Lien fluide. Atmosphère sous vide. Lien sous vide. Flux fluide. Oxygène. Dans la centrale, produire un air plus pur. Produire des objets connectés au corps. Des instruments de mesure. Des instruments de surveillance, de contrôle. Pouls, tension, artères, vaisseaux. Le high-tech dans un bâtiment hospitalier 19e. Il y a des objets connectés. Il y a des personnes déconnectées de tout. Il y a des perfusions, des immersions dans les sous-sols de l'inframonde ouvrier, dans la zone la plus basse du vaisseau. Des chercheurs, des internes sur des écrans externes. Des exils, des exodes, des lits fermés, des chambres stériles, des box. Des chambres ouvertes et très datées. Des mécaniques fluides dans le flot des paroles lissées. Il y a des traits qui font des dessins, des projets. Il y a des corps qu'on répare ou qu'on prépare au mieux pour les laisser partir, s'en aller. Il existe des dépositoires pour ces corps glacés, des chambres froides, fermées, à côté de la chapelle, en dessous de la cloche, face au jardin de fusains plantés. Ligne,
couloirs, lignes, fluides. Il y a encore des courriers qui circulent, des lettres, des papiers. Quelqu'un qui s'appelle un vaguemestre, comme dans les troupes, comme à l'armée, comme chez les comiques troupiers. Quelqu'un qui jette les plis sur les bureaux, comme il y a tellement d'années qu'on ne sait plus si elles existent vraiment, ces lettres remises, reçues, ces missives envoyées. Et puis des pneumatiques propulsés, avec des échantillons de prélèvements, du sang dans les réseaux, dans les lignes, des couloirs fluides. Il y a des prélèvements d'organes, des prélèvements de tissus, des prélèvements dans les réseaux, des prélèvements dans les images, dans les récits, dans les paroles. Il y a encore des bâtiments désaffectés, des bibliothèques à l'abandon, des masques débordant des malles destinés à réparer les gueules cassées, des combattants restés dans les tranchées de 14-18, des masques modelés par la sculptrice Jeanne Pouplet, restauratrice des visages effacés, qui consacra 3 années à cacher les traits de ces hommes oubliés, invisibles. Ligne des visages aux arêtes brisées, à nouveau fluides, des visages plus vrais que nature. Dans les bâtiments désaffectés, on retrouve des visages mal peints de docteurs oubliés, dans des salons 18e délaissés, des fauteuils en sky orange, des panneaux avec le nom des médecins inscrits en lettres dorées, semblables à ces fauteuils de metteurs en scène américains tombés aux oubliettes de l'histoire. Il y a une chambre qu'on imagine parfaite pour monsieur et madame Pompidou. Un grand lit recouvert d'un boutis bleu glacé face à une télé d'époque, avec une moquette crème dans laquelle les pieds s'enfoncent doucement. Et un livre d'or pratiquement vierge, un livre d'or comme dans les vieux hôtels chics, les palaces de la Riviera, qui n'existent plus vraiment, tous rachetés par des fonds de pension sans âme. Il y a un jardin planté de fusains taillés qui dessine des lignes, avec une fontaine surgissant au milieu. Des cours intérieures avec magnolia, des paroles échangées, des perfusés qui prennent le soleil sous les tilleuls embaumés, des parterres à giroflées. Et l'on songe à Enfance de Rimbaud et à ces vieux qu'on a enterrés tout droit dans le parterre aux giroflées, dans le rempart aux giroflées. Une chapelle pour célébrer des offices mortuaires, des couloirs qui n'en finissent pas, des cireuses qui passent et repassent fluides, des réseaux de fibres optiques, des liens tendus fluides. Respirez, respirez. Respirez, respirez, respirez. Il y a encore des lignes de démarcation. Il y a des femmes, des hommes, des enfants qui ont tout laissé, tout vendu, franchi toutes les lignes et traversé tant de frontières avec comme viatique le nom d'un chirurgien qui pourrait sauver leur enfant, qui se retrouve bloqué avec l'enfant, qu'on ne pourra peut-être pas sauver parce que le temps était compté et qu'il y a, comme on dit, des situations, des cas désespérés. Des enfants seuls venus d'autres lignes de front parce que les parents n'ont pu traverser les lignes, des enfants qu'on soigne ici, qui n'auront des histoires de famille, d'origine, des histoires de transplantation, de déracinement et d'enracinement, des histoires de greffe réussies dans les flux migratoires, disait-on, des liens qui se tissent, des cadeaux échangés, des attentions partagées, des procédures de demande d'asile peu fluides, complexes, qui dépendent des accords entre les pays, des accords qui permettent ou non de passer à travers les lignes, d'ouvrir les vannes fluides, d'insuffler un peu d'oxygène. Respirez, respirez. Oxygène, s'il vous plaît. Ligne fluide, lien fluide, couloir fluide. Lien resserré, distendu. Dans les couloirs qu'on parcourt, on finit par reconnaître un certain nombre de personnes, des visages familiers. On se sent un peu comme dans un aéroport ou une gare souvent fréquentée. Un lieu de passage, d'arrivée et de départ. Il y a des frontières franchies, des personnes désorientées qu'on oriente dans des parcours de soins, des mots qu'on emploie pour qualifier les écoliers comme les patients, des manières de tenir la main à ceux qui, pour certains, ont serré une dernière fois celle de leurs proches, perdus dans les mers immenses ou sous un drap. Des hommes et des femmes qui ont navigué longtemps sans jamais avoir appris à nager et qui ont perdu les leurs dans les flots de notre Mare Nostrum,
de notre mer Méditerranée, qui ont réussi à accoster malgré tout, à s'échapper, à esquiver les coups, les pales vrombissantes des hélicoptères, en sautant par-dessus les barrières, en escaladant des murs, ont subi tant d'avanies qu'on peut les qualifier de survivants. Des survivants qui ont envie d'apprendre, d'avancer à travers les lignes fluides de leurs errances forcées. Et qui détiennent la patience tenace de ceux qui ont tout supporté, la patience sourde, le regard droit des rescapés, des jeunes hommes qui rêvent de traverser les lignes de défense, des passionnés de foot qui, les genoux brisés, voudraient encore croire en une carrière internationale, à des ballons d'or, à des petits ponts qui propulsent en haut de l'échelle sociale. Il y en a d'autres qui n'ont jamais réussi à oublier le pays d'origine. Des migrants, mais aussi des anciens colons qui n'ont jamais pu ou voulu retourner en arrière, su se confronter aux transformations. Il y a des sas, des vannes, qu'on peut pourtant ouvrir à volonté pour que l'air se remette à circuler. Respirer, respirer, respirer. Enfant, certes, j'avais peur de marcher sur le père, souvent caché sous une table ou sur les seuils, minuscule et navré. « Comment t'appelles-tu » demandai-je au père. « Ne serais-tu pas le père ?»« Non, non, » répondait-il en fuyant plus loin sur ses pattes nerveuses et fébriles. « Non, non, je ne sais pas, laissez-moi tranquille. » Et il détalait sous la porte. Il creusait aussi des trous dans le jardin, des dizaines de trous de taupes. Il avait ses repères, ses habitudes. On ne le dérangeait pas. Un regard posé sur lui à l'improviste suffisait à le blesser jusqu'au tréfonds. Il gémissait bruyamment. « Je suis fragile, chuchotait-il. Je suis fragile. » Chuchotait-il. Chuchotait-il. Chuchotait-il, ouais. Caché derrière les roseaux près de la mare, je suis malheureux, je suis fragile, je suis malheureux. Nous faisions semblant de ne pas le voir. Une fois, avec un ami, j'avais réussi à le coincer entre deux portes avec un filet à papillons. Avec un ami ? Avec un ami. Mais quel ami a mis les pieds dans la maison ? Même Jérôme n'a jamais mis les pieds dans la maison, n'a jamais eu le droit d'entrer dans la maison. Alors, saisi tout vif, le père acceptait son sort, n'essayait pas de se débattre, dodelinait de la tête, il n'osait pas nous faire le coup des larmes dans ses grands yeux bleu-gris de salopard. Ce jour-là, il avait répondu à toutes les questions l'une après l'autre, sur la guerre d'Algérie, sur sa sexualité bizarre, sur sa rencontre avec maman. Sans en oublier aucune, en nous regardant dans les yeux, il s'était beaucoup excusé. On avait accepté de ne pas le dénoncer, mais à condition qu'il ne se montre pas trop. Mais quand ? Mais comment ça va, je comprends pas. Mais quand ? Mais quel ami a jamais mis les pieds dans la maison ? J'ai vraiment essayé de le faire exister, ce père, expliquai-je à Alexandre absent. Une fois revenu dans la cuisine, où je finis de brosser les tasses et les bols, je lui masse la tête avec la brosse. Maintenant, je suis plus calme. J'ai vraiment essayé de le faire exister. Je me suis donné du mal, mais ça marche pas. Je vais pas me forcer quand même, arrête de me faire chier avec ça. Je marche dans ma chambre étroite, les bras le long du corps, remuant la tête de droite et de gauche pour assouplir ma nuque. Je fais mes exercices de respiration. Toujours aucun bruit ne me parvient de la chambre d'Alexandre. Je surprends mon visage au-dessus du miroir du lavabo. Je pisse dans le lavabo. J'ouvre les rideaux. Je remonte les stores. J'ouvre les 2 fenêtres qui donnent sur la rue des Pyrénées. Le ciel se tord dans la chaleur sèche. Le vacarme de la rue s'engouffre, éparpille l'espace dans la chambre. Il me semble entendre des détonations au loin, ou plus exactement, ce crépitement caractéristique des armes à létalité réduite. Je referme les fenêtres. J'envisage sérieusement de déplacer le bureau contre la fenêtre pour toiser la rue. Le fauteuil de bureau pose problème depuis longtemps et l'éclairage. L'éclairage est un drame à portée de mes pouvoirs. J'écris lampe, en majuscule, j'écris lampe, ampoule, sur une feuille A4. Je me mettrai demain en quête des luminaires adéquates. Rien ne m'oblige à quitter ma chambre pour le moment, sauf pour aller chercher une nouvelle canette de lait 50-6-6 dans le frigo de la cuisine. Je la vide rapidement. Je la jette dans la poubelle près de la porte.
Debout, penché au-dessus de la planche du bureau, face aux fenêtres, mon reflet démesuré dans les vitres, je trace des croix sur une feuille A4, j'écris « Donnez-moi un corps ». Je n'ai pas très envie que ça continue comme ça. Je dis tout haut, je n'ai pas très envie que ça continue comme ça. Oh non. Je reprends plus fort, tu n'as pas très envie que ça continue comme ça, hein? Je guette une réaction dans la chambre d'Alexandre, toujours rien, il est mort ou absent. Mort, plutôt, je décide qu'il est mort. Je n'ai pas très envie que ça continue comme ça, oh non. Pris au piège, le renard se ronge la patte pour s'échapper, les yeux fous de panique, les dents poisseuses, il tranche les tendons, il perce, il déchire, il boit le sang chaud à petites gorgées, découvre son goût, s'enfuit. Le projet inclut et permet beaucoup de choses, dont ma patte arrachée, dont le sang. N'exagère pas. Avec, dans, grâce, au, dans, grâce au, suspendu au, tenu par, enfin avec le projet, je peux espérer tenir debout encore quelques temps, je pense, en dépit de la patte arrachée, en dépit du sang perdu, me sauver tout court. Te sauver tout court? Rien que ça, j'ai bien entendu? Oui, tu as bien entendu. Fondre en flaques et disperser partout, ou avoir toujours été partout, être partout et tout sentir, alors pourrait ne rien faire, absolument rien. Suis en chaque élément présent, le sentir tout entier sans être senti d'un soupçon. Être où suis seul avec mes corps aveugles, ne pas attirer le regard, marcher entre tous les points où j'ai, me voici, sillonner ma présence, toujours accompagnée sans équivoque. L'or me voilà divinité à la chaleur cousue, bouche tressée goûte son corps, roche infime, infirme là, aux mille sens des mille existences, à tuer les conséquences, et l'acte de présence aussi ne jamais avoir été. Mon oxydation est mon acte, l'or impossible, me voilà divinité, tout regard léthargique, tout capable d'oxyre ou de ne rien faire, et laisser rapporter à moi-même par télescopie membrée le déroulement de chaque bout de mon corps, tome par atome, pas à pas, ce serait d'être disparaissant toujours, n'avoir jamais disparu, pas paru, ce serait né vierge de mon corps, vierge de matière et de mémoire, n'en aurait plus le souvenir, et moi non plus. Me voici, probable vierge de mon corps, de matière et de mémoire, ayant toujours été probablement présent, n'ai eu le sentiment d'absence d'où vient mémoire. Saint, le tourne, monde, mon corps, sans m'en sentir, sentant toute chose mienne où je suis toute, suis moi-même partout, où toujours est-il qu'elle était là. Les deux sont... Voilà. Dans un laboratoire, c'est ça. Dans un laboratoire souterrain, merci. Il y a un médecin des machines, tout comme il existe un médecin des corps, circulation, fluide. Un médecin qui assure la maintenance préventive des machines miniatures comme des gigantesques. Un médecin qui établit des diagnostics sur les dysfonctionnements de votre cœur, qui répare les caméras adéquates pour se glisser à l'intérieur de vos vaisseaux, de vos organes, pour filmer le fond des entrailles, vos lacs intérieurs, de manière plus ou moins fluide. Un médecin pour soigner l'appareil qui enregistre les dysfonctionnements de votre cœur. Vos battements de cœur qui recueillent ces données, systole, diastole, pour vous séquencer, morceler votre corps et mieux l'analyser.
systole, diastole. Norman Holter avait conçu une machine lourde pour enregistrer vos battements de cœur sourds, leurs soubresauts, leurs accélérations, leurs ralentissements, leurs ondes, leurs crêtes et leurs apaisements. Plus de 30 kilos à porter sur votre dos dans une valise avec un magnétophone à bande intégré. Norman Holter étudia le mouvement des vagues fluides. Et voulut faire fondre les cœurs du vivant, de l'atome. Flux, reflux, fluide. Physicien en chef de la marine militaire américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, il participa aux essais nucléaires sur l'atoll de Bikini et probablement à l'opération Ivy sur l'île Marshall, qui vit fleurir l'explosion de la première bombe thermonucléaire. On le voit nonchalant sur une photographie de l'expédition Capricorne en 1953 dans l'océan Pacifique, explorer la fosse des Tonga, un des lieux océaniques les plus profonds. Respirer, respirer. Des flux d'images apportés par le ressac qui construisent des dessins, des trajectoires ou qui disparaissent en touchant terre. Des images qui déferlent et d'autres qui, paisibles, vont et viennent avec régularité. Respirer, respirer. Bientôt, ils se drogueront à la morphine, à l'opium, pour soulager diarrhée, crampes et douleurs, pour calmer la toux, alors qu'ils croyaient qu'aucun microbe ne survivait ici dans la glace. Ils laissent la chaleur de leur corps sécher sur eux leurs vêtements, les jambes couvertes de culottes raidies par une épaisse couche de neige, les fesses fumantes. Ils mangent plus d'1 kilo de viande par jour, chacun. Colmatent les brèches comme ils peuvent, ils tiennent, ils marchent, ils ne cessent de marcher. Il arrive qu'ils se soutiennent, que l'un emporte un autre presque agrippé à ses épaules, à sa taille, un pied douloureux à traîner comme ils traînent le traîneau, le souffle de l'un dans l'oreille de l'autre, leurs peaux jumelles qui virent au noir. Leurs corps sont traversés par le paysage, marqués par tout ce qui y traîne, ils s'y fondent, ils s'y perdent, ils se mettent à lui ressembler. Leurs traîneaux tatouent sur le sol des lignes pâles, tremblées comme les tracés des fleuves sur les très vieilles cartes, où chaque liseré imite les empreintes successives que l'eau laisse à la terre, où les lignes s'en mêlent, on dirait une chevelure. Ils tiennent le canon froid des fusils dans leurs mains enveloppées de linge et les laissent traîner derrière eux une ligne supplémentaire, un contour pour leurs pas. Mais ils ne peuvent distinguer le dessin de leur trajet dans la neige. Les crevasses laissées par leur corps, le sillage plus profond, fluide, du canot derrière eux, et les travées qu'ils ouvrent dans les bassins d'eau menthe. Cet ensemble de signes, ils n'auraient pu le lire que depuis la nacelle de leur montgolfière, d'où ils auraient regardé cheminer leur double, deviné leur avenir. Peut-être auraient-ils décelé, dans cette cartographie aléatoire, ces courbes, ces points, ces droites, une manière de hiéroglyphes desquels tirer un sens. Mais ils sont tombés du ciel. Ils ne peuvent rien voir. Il leur faut marcher dans l'ignorance comme ils en sont réduits à deviner dans la peau détruite des autres les blessures de leur propre visage. Il leur faut continuer à inscrire leur trajectoire sur la banquise, les yeux fermés, à esquisser ces frontières absentes, à ratisser l'espace en ignorant toujours les cercles précis que la dérive dessine avec leur corps, comme les marques que d'autres après eux imprimeront au paysage, et comme celles que laissera la lumière dans la gélatine sensible des images. Ça va bien se passer, les gars, ça va, ouais. Double salto. Patrice, on fait le rythme là. Allez, Patrice, ça. Patrice. La soirée commence. N'importe quoi. Rock and roll.
Non, vas-y, c'est bon. Ça va bien se passer, vous allez voir. Il y en a, ils laissent leur bordel. Donc celui-ci s'appelle Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. On est lundi. Ça va bien se passer. On est lundi matin. Ça va bien se passer. T'as moins de 16 ans. Ça va bien se passer. Kamel a moins de 16 ans. Ça va bien se passer. C'est ce qu'ils ont dit. Ça va bien se passer. Kamel, 16 ans, écrit noir sur blanc. Ça va bien se passer. Tout le monde sait que ça va bien se passer. Que Kamel a plus de 16 ans. Ça va bien se passer. Le centre d'accueil l'a dit. Ça va bien se passer. Les éducateurs l'ont dit. Ça va bien se passer. Le principal l'a dit. Ça va bien se passer. Le prof principal l'a dit. Ça va bien se passer. Ça ne peut que bien se passer. Ça va bien se passer. Ça fait 6 ans. Ça va bien se passer. Peux-tu pas aller à l'école? Ça va bien se passer. Depuis. Ça va bien se passer. Depuis, il y a eu partir. Ça va bien se passer. Depuis, il y a eu fuir. Ça va bien se passer. Tu n'en parleras pas. Ça va bien se passer. Tu veux pas en parler. Ça va bien se passer. On te nomme migrant. Ça va bien se passer. On te nomme mineur isolé. Ça va bien se passer. Habillé comme un sous-neuf. Ça va bien se passer. Passer par la vie scolaire. Ça va bien se passer. Un surveillant t'accompagne à ta classe. Ça va bien se passer. Tu entres en classe. Ça va bien se passer. Direct en 3e. Ça va bien se passer. Tu sais plus trop comment si tu sais lire. Ça va bien se passer. Les élèves te regardent. Ça va bien se passer. Tu sens que tout le monde te regarde. Ça va bien se passer. Les élèves sourient. Ça va bien se passer. Le surveillant repart. Ça va bien se passer. Le prof te propose une place. Ça va bien se passer. À côté d'un petit à lunettes. Ça va bien se passer. Mais quel âge il a ce petit? Ça va bien se passer. Il se penche vers toi. Ça va bien se passer. Le bébé doit avoir 13 ans. Ça va bien se passer. Il te dit non pas. Liberté, égalité, fraternité. Non pas. Bienvenue au pays des droits de l'homme. Il te dit non pas. France, terre d'accueil. Il te dit non pas. France, terre d'asile. Il te dit non pas. Vivons ensemble. Il te dit non pas. Ensemble, tous différents, tous pareils. Non pas. Il te dit non pas. Il te dit non pas. Il te dit le bébé à lunettes. Non pas. À toi, Kamal. Non pas. Il te dit le bébé à lunettes. Non pas. Il te dit à toi. Non pas. Il a 13 ans. Non pas. Il te dit il est tout petit. Non pas. Il te dit à toi, Kamal. Non pas. Il te dit à toi, Kamal. Le bébé à lunettes. Non pas. Il te dit à toi, Kamal. Ça va bien se passer. Il y aurait des parcours en zigzag pour franchir les frontières, des jeux de loi où l'on peut repartir 3 cases en arrière. Sous les arcades, sous le jardin, il y aurait la mer bleue, du bleu abstrait de Mallarmé au bleu azuré de la villa Orlamonde de Maeterlinck. C'est selon les jours, les moments de la journée. Il y aurait des vaisseaux souterrains pour relier Bordeaux à Marseille, pour franchir la ligne de partage des eaux. Au sein du Massif central ou d'autres monts, des rivières, distribuant à l'est ou à l'ouest leurs flots entre Méditerranée et Atlantique. Il n'y a pas de silence sur l'île. Continuellement des grattements, des couinements, des cris d'oiseaux. Il y a les bruits des buissons et des branches dans lesquelles frayent les animaux, celui des insectes, des élytres et des ailes, c'est si sec que tout craque, presque brûle. L'île est au-dessous d'eux, étrangement aplatie. Tout est étalé là, sans aucune présence visible d'homme ou d'animal, dans le mélange des couleurs qui grisent le paysage. Il lui a dit et répété, l'avantage, c'est que tu pourrais être n'importe où dans le monde. À Cancun, à Tokyo, à Sydney. Ce qu'il affectionne sur l'île, c'est l'air frais de la mer et le soir quand il tombe. Des continents, reliés par un petit détroit d'où parviennent ceux qui traversent.
des canaux sous la mer pour rejoindre le château d'If, où l'on vit pour la première fois en Europe un rhinocéros sur un bateau qui cinglait droit vers le Portugal, cadeau d'un prince hindou à un roi qui voulut à son tour l'offrir au pape. Il y a un canal qui relie la Grande Bleue à la mer Rouge, l'Occident à l'Orient, qui permit d'éviter le cap de Bonne-Espérance pour voguer jusqu'en Inde. À l'estuaire du canal où devait être érigée par Bartholdi une statue de la liberté, apportant la lumière à l'Orient, la fortune, qui finira par se dresser à Manhattan. Circulation fluide des lumières, des ondes, des capitaux, des marchandises. On retrouve des vaisseaux bleus ou rouges, comme dans les croquis anatomiques, le sang pur, rempli d'oxygène ou de gaz carbonique. Une mer bleue, une mer intérieure, une mer fermée avec seulement 14 kilomètres pour se faufiler entre les colonnes d'Hercule, qui auraient, selon la légende, d'un bon coup de sabre, séparé les terres en deux. Une prison bleue dans laquelle ont péri presque 20 000 voyageurs forcés ces 5 dernières années, noyés dans cette mer intérieure. Quand les plans s'élargissent, on distingue les remparts. On devine la forme d'une ville. Une ville seule, noyau dur, aux transformations lentes. Les touristes en groupe, en famille, en couple promènent leurs mots à eux dans la ville, isolés par ces remparts comme par une mer. Dedans, il y a leur monde, leur pays, leur paysage. Tout ça, on l'entend quand ils passent, on sait d'où ils viennent ou bien on l'imagine. Ils arrivent le matin en car et repartent le soir. Au départ du dernier touriste, le rythme change. Comme en l'absence d'intrus, on recommence à occuper sa maison sans se soucier des yeux des autres. Elle n'est pas encore tout à fait sûre de l'endroit où elle se trouve. S'il l'avait emmenée sans lui dire, à Cancun, à Tokyo, à Sydney, elle verrait à peine la différence. Dans le sommeil revenu, elle rit d'une ville liquide qui saurait forcer les portes et les fenêtres. Sur la vitre, un autocollant met les clients en garde contre toute ouverture intempestive. Rien n'ouvre sur l'extérieur, pas plus qu'on imagine, debout au bord de la pelouse, tête levée vers les lumières des chambres. Pénétrer cet édifice étincelant, futuriste, qui découpe sur la nuit tiède comme un plan parallèle, un hologramme. La piscine, la pelouse, les dalles beige pâles, l'étendue unie de la mer s'enchaînent dans une continuité liquide. Les remparts ont l'inutilité fossile d'un squelette ou d'une ruine, un air d'aéroport, d'une fraîcheur égale, d'une constance louche, quelque chose d'amniotique dont les bruits d'aquarium du hall sont le parfait prolongement, ce bruit permanent de foule et de cascade. Des barrières à franchir hérissées de barbelés qui, une fois sautés, vous emportent au large vers la mer, pour parvenir jusqu'au rocher de Gibraltar, longtemps considéré comme la fin des terres connues, avant que 2 explorateurs massaliotes ne le découvrent et ne s'aventurent plus avant. Vers le sud pour Othymène, qui décrira le premier les colonnes, et vers le nord pour Pythéas, qui poussa jusqu'au Groenland et décrivit le phénomène des marées. Flux, reflux, diffraction, réfraction, ondes, fluide. Flux, reflux, ondes. Il y eut des expositions coloniales, des zoos humains venus d'Afrique, qui connurent à Marseille leur heure de gloire, alors qu'à Bordeaux, l'Atlantique vous embarquait vers les Antilles et permettait de développer le commerce de l'esclavage dans le port de la Lune. Circulation fluide des esclaves, des denrées. Gibraltar a un rocher creusé de galeries qui abrita un hôpital militaire, enclave britannique et site stratégique pour surveiller la circulation maritime. Un rocher fortuné, siège offshore de plusieurs banques qui s'y établissent pour échapper à l'impôt. Un petit paradis fiscal avec un taux de croissance et une richesse par habitant parmi les plus élevés au monde, dont ne bénéficieront pas ceux qui, pauvres parmi les pauvres, y parviennent, quand le vent du Levant ne les pousse pas vers l'Atlantique. Des échappées face aux îles, en face, des rochers calcaires truffés de galeries souterraines. Il y aurait des prélèvements d'organes, des prélèvements de tissus, des prélèvements dans les réseaux, des prélèvements dans les images, dans les récits, dans les paroles, des vaisseaux de ligne, disait-on, pour les navires de guerre qui devaient percer les fronts,
À grand renfort de canons, des cuirassés, des croiseurs de lignes qui s'enchevêtrent aujourd'hui, des géométries qui se dénouent, des lignes redistribuées dans une architecture qui contiendrait tout cela, des lignes et des colonnes, de sources, mots, dessins, en cascade, un canal, une fontaine, inépuisable. Par une étrange capillarité avec l'eau des fontaines, le jaune et le vert des carreaux de marbre, quelque chose s'infiltre, la couleur, comme une encre délavée juste avant le sommeil des arbres éteints, poussiéreux du jardin. Le bunker est le contraire du Nil. Le silence de la mer est à l'intérieur. Au-delà des remparts, des routes filent comme ailleurs vers des maisons inconnues, serrées, lumineuses à l'approche de la nuit. Rouler, rouler longtemps, avant de se rappeler les limites de l'île dont on voudrait écarter les bords. Vérifier que si l'on suit une route, elle mènera quelque part, qu'on ne va pas se heurter à un mur qui ramène sans cesse au point de départ. Il n'y a pas de silence, des grattements, des couinements, des buissons et des branches et le bruit des insectes, des élytres et des ailes. C'est si sec que tout craque, presque brûle. L'île s'est inversée comme une pièce, pile ou face. S'il est impossible d'y pénétrer, il l'est tout autant d'en sortir. Avec l'ami d'enfance, il pleut. Avec l'ami d'enfance, il pleut. On fait du stop pour rejoindre la maison de son père dans la forêt du Bocage. Son père n'a pas été pendu. Son père ne se cache pas dans les trous du jardin. On monte dans une voiture à la sortie de Saint-Lô qui nous dépose au fond d'une sorte de cuvette. On se poste à un minuscule rond-point. On brandit vers les très rares voitures qui passent un carton sur lequel Jérôme a écrit « Nous sommes propres ». On trouve cette phrase très drôle, hyper drôle. On rit. Il pleut à verse. Le carton évite une serpillière qu'on jette sur la chaussée. On enlève nos t-shirts. On les essore sous la pluie torrentielle. Sa peau est plus foncée que la mienne, mate. Je regarde les taches de rousseur qui parsèment son torse glabre. Je regarde les perles de sueur. On continue de lever le pouce sous les trombes. Je le regarde. Sa peau est plus foncée que la mienne. Non, il ne pleut pas. Le soleil éclate sur les pommiers en fleurs et les vaches à taches brunes. On respire un air chaud, plein d'odeurs. On fume des cigarettes roulées, j'imagine. Je regarde les perles de sueur. Une grande partie de notre activité de l'époque consiste à chercher du shit. 2 ou 3 fois, des dealers débonnaires nous dépouillent sans geste excessif. Une fois de 800 francs que j'avais avancé en volant un objet qui brillait dans la cave. J'ai 15 ans. Mes bras et mes tibias durcissent. Je vais bientôt arrêter les piqûres d'hormones. Je préférerais ne plus servir la messe le samedi soir, maman, si tu veux bien. L'encens m'amollit. L'encens fait obstacle à mon devenir brique lancé contre les banques. Je travaillerai 2 fois plus. Je fracasserai mieux les murs sans l'odeur de l'encens dans la bouche, maman, s'il te plaît. Le ciel est gris, lourd de menaces hostiles. Vraiment, tout est possible. Tout s'approche. Tout s'ouvre à portée de nos bouches et de nos mains. J'ai acheté un t-shirt Black is Beautiful que je porte en toute occasion. Un t-shirt qu'on ne voit pas sous mon aube blanche le samedi soir. C'est mon seul vêtement de marque. J'en suis fier. J'ai dû économiser longtemps. Je me sens tout à fait Black is Beautiful. Tous les jours. Avec mon t-shirt Black is Beautiful, je suis plus fort et plus vrai. Je suis moi-même enfin. Jérôme préfère que je ne porte pas le Borsalino Alain Delon quand on sort ensemble. J'ai les cheveux longs comme Jérôme, mais des poils ont poussé sur ma poitrine et mes joues. On va bientôt quitter ce pays de plouc. On s'apprête à croiser le chemin de riches héritières dans un bar de la côte à Deauville ou Cabourg, qui nous emmèneront à Paris. On visualise les jupes des héritières quand elles s'approchent de nous à une terrasse et nous payent un verre. Elles portent des vêtements de marque, des choses chères. Les héritières vont par 2, toujours, c'est une règle. Les héritières vont par 2. Jérôme, plus expérimenté, lance ses filets vers la brune, à l'allure dévergondée. Bon, moi, j'ai la blonde fragile. La voix de Jérôme sur le rond-point, décrivant les cuisses des héritières sur leurs jupes. Pardon.
La voix de Jérôme sur le rond-point décrivant les cuisses des héritières sous leurs jupes suscite les cuisses, les jupes, les bières blanches qu'elles nous payent, l'ivresse, la puissance. La brune roule une pelle à Jérôme. La brune est la bonne nouvelle qui s'incarne. La blonde rit bêtement, mais je ne désespère pas. Je leur parle de Stendhal. Je leur parle du traité de Maastricht. Je leur parle de mes excellentes notes en français et en mathématiques. Je ne parle pas de l'église Saint-Étienne le lapidé. Je ne parle pas de l'encens dans la bouche, pas de l'eau blanche. J'ai mon t-shirt Black is Beautiful, une classe naturelle. Personne ne peut soupçonner que j'agite avec le poignet un encensoir à l'église. La brune sent le parfum subtil, la maîtrise intégrale des codes. Jérôme est à la hauteur. Dès que la voix de Jérôme s'interrompt, les souvenirs s'arrêtent net. Comme tous les autres souvenirs. C'est un âge flou. C'est un âge flou. C'est vraiment un âge flou, quoi. Aussitôt éclos, les souvenirs se rétractent et filent dans un trou comme une famille de taupes, comme papa, pourchassé par maman. On a dû monter dans un tracteur qui passait ou continuer à pied. Rien autour du souvenir, presque rien dans le souvenir, comme s'il ne s'était rien passé. Demeure l'image de nous deux, adolescents, sous la pluie ou le soleil, les taches de rousseur qui parsèment son torse, au fond de la cuvette, dans une campagne vallonnée, du bocage normand, des pommiers, l'herbe foisonnante, le monde ruisselle, tout se précipite vers nous. Alors, je me permets d'expliquer, cette parole et sa propre préface ne te fient pas à l'ordre des phrases, à l'évolution de la forme. La forme n'est rien qu'un geste politique. Merci John Cage, merci maman. La forme n'est qu'un hasard, la forme n'est qu'une vie, la vie est vivante et cette parole entend participer à la biodiversité. Donc, je me permets d'expliquer ce qui me pousse à dire une parole aussi didactique avec un penchant pour le développement personnel. À Mona, un jour, les parents de Mona, un jour, nous ont demandé « Quelle est ta valeur préférée ?» Voilà, une belle question de merde. Et moi, j'avais répondu une réponse de merde, du genre « le partage ». Et Mona, elle avait répondu « la fusion ». Donc, on va parler fusion, car on est bien obligé pour aujourd'hui. La fusion est une valeur. La fusion n'est pas une identité. La fusion n'a pas d'identité. La fusion n'est pas identitaire, on pouvait s'en douter. La fusion n'est pas identique. Mais identique à quoi ? La fusion n'est pas identique à l'empathie. La fusion de Mona, c'est sûrement une fusion avec les gens qu'elle aime. Ma fusion, je tente de l'appliquer à tous. Je tente de l'appliquer à des méchants aussi. La fusion est identique à une empathie, mais une empathie fondamentale. C'est une capacité d'identification, la fusion n'est pas une identité, et d'unification ponctuelle et giga profonde avec l'autre, quel qu'il soit, transformant profondément les deux parties. C'est-à-dire que le fusionné se transforme chaque fois qu'il est connu, c'est-à-dire sans arrêt, à condition qu'il y ait des gens à connaître. Le fusionné se transforme chaque fois qu'il est connu, c'est-à-dire sans arrêt, à condition qu'il y ait des gens qui le connaissent. On ne sait jamais qui est le fusionnant, qui est le fusionné. Il y a des fusions. La fusion désigne aussi bien le processus que les acteurs. Une fusion est une personne fusion qui, connaissant quelqu'un, connaît la fusion et fusionne en fusion. La fusion est androgyne si besoin, c'est-à-dire sans arrêt. La fusion est terroriste si besoin, c'est-à-dire sans arrêt. Alors, il va falloir se donner les moyens de ses ambitions, sans quoi tu resteras imposteur. Et autant dire qu'on va pomper sur les ressources et outils imaginaires, managériaux disponibles. Il y en a plein, car nous sommes du développement personnel. Parmi eux, un des plus simples et des plus beaux en même temps, j'ai nommé le type « Voyage aux enfers de l'Odyssée », où, pour faire vite, il est question de fusion avec les morts et leur monde. On a dit contre la loi travail et son monde, on peut dire avec les morts et leur monde, comme on peut dire en vivant et notre monde. On peut dire donc on dit contre la loi travail et son monde, avec les morts et leur monde, en vivant et notre monde. On reprend donc sur l'empathie fondamentale et giga profonde. Donc la fusion, c'est de l'empathie fondamentale et giga profonde. C'est une chose passagère, c'est-à-dire ponctuelle, mais toujours près de moi. C'est de se trouver là, complètement l'autre, traverser, être traversé, qu'on traversé. Par exemple, je vais les traverser, je me fais traverser,
on est contraversé. Je vais les traverser, je me fais traverser, on est contraversé. Je vais les traverser, je me fais traverser, on est contraversé, etc. Et au bout d'un moment, ça part en un truc sensuel ou pas sensuel, une sorte de pâte à modeler. Alors, l'idée d'exploser ou de se faire exploser ou de tout exploser a fait son chemin, donc on parle de fusion. On fait sécession de soi, ça part en fusion, une sorte de pâte à modeler. Donc, la fusion, c'est un super transfert, chaud ou froid. La température, on n'en a rien à foutre. Même si quand il fait chaud, peut-être que la situation est plus favorable. On peut dire alors qu'on s'est mis dans de bonnes conditions. Enfin, j'ai connu des conditions froides de fusion, donc les conditions sont interchangeables, comme les fusionnés fusionnants le sont, car la fusion, c'est un transfert. Et c'est important. En fait, c'est la peg et tout ce qui s'y pègue. La peg, dans l'héros, on dit la peg pour dire le truc qui colle, qui est moite, collant, qui pue un peu, qui reste collé là au doigt. La sueur, par exemple, la sueur, c'est la peg par excellence. La sueur, ça pègue. La peg, ça pègue, c'est complètement collé. C'est la peg et tout ce qui s'y pègue, c'est des mondes qui s'agrandissent entre eux. Bravo. Ici, le silence n'existe pas. Sans cesse, quelque chose grince à leurs oreilles. Les oiseaux, quand ils passent, les brisures de la glace, et puis surtout le vent, assourdissant quand il se lève, vicieux quand il se calme. Les rares plages paisibles et filant le souffle qui reprend en faisant un gong, une lame, une feuille de boucher aiguisée à la glace, ils ne s'entendent plus alors, ne peuvent plus se parler, ni rire, ni même hurler de désespoir. Au cas où l'un d'entre eux tomberait à l'eau ou se perdrait, dans ces journées épaisses où le vent précipite la neige dans les trous du visage, ils se munissent d'un sifflet, un pauvre sifflet dont jouent les policiers et les enfants, pour souffler dedans s'il leur arrive quelque chose, pour alerter les autres, pour trouer le vacarme du son grêle de leur instrument. Parfois, ils brisent la glace à coups de hache, pour vérifier son épaisseur, pour franchir un mur trop haut, trop acéré, sans doute surtout pour le frapper, ce paysage, pour le briser de leurs lames. Quand revient le silence, ils écoutent, ils guettent, ils cherchent le clapotis des vagues, le bruit de la mer libre qui leur permettrait de voyager en canot, de cesser de marcher et d'espérer une terre ferme de l'autre côté. Ils prêtent l'oreille le long des courts silences. Ils la croient là, la mer, juste devant. À quelques mètres, ils l'entendent. La voient déjà comme le mirage du Nil dans le désert, mais ce n'est que le vent qui prend sa forme, son odeur, imite son chant, et la banquise, toujours, s'étend. Il arrive qu'ils se lèvent, marchent, et oublient. Ce qu'ils ont déjà subi comme ce qui va advenir, oublient d'être raisonnables, cessent d'écouter leur corps, ou plutôt modifient soudain l'écoute qu'ils lui prêtent. Le paysage alors les ronge sans douleur. Juste une main ferme qui leur serre le cœur, la sensation déjà lointaine de l'archet contre le violon. Dans ces moments-là, ils ne sont plus des conquérants, même plus des explorateurs. Leur viennent des mots inattendus, émerveillés pour décrire ce qui les entoure. Ce matin, par exemple, écouter les craquements de la glace, se laisser mener par elle, et d'un coup, tout est fluide. L'eau d'un bleu si dense qui court entre les plaques, une source vive et neuve, pure comme les cristaux de sel qui essaiment sur leur peau. Ils sont lavés alors, jusqu'au tréfonds d'eux-mêmes. Ils marchent, seuls, comme jamais. Chacun aura vécu au moins un de ces moments-là et pourra l'accrocher à son cou comme une perle. Ils s'éloignent, et le monde n'a plus de contours, plus de direction de route ou de chemin. Il devient cette chose sans limite, dont il ne perçoit même plus le blanc. Cette couleur n'existe pas, non, sous ses yeux baissés par la lumière. Il n'y a que des teintes qui s'affrontent ou se mêlent, mentent des eaux lentes, glace brune, impossible à briser, jaune argile en surface, marine des profondeurs, soleil orange, ou ce bleu rabattu, d'ardoise claire et laiteuse, où tout se reflète et se mêle. La mer, la glace, la ligne d'horizon et l'étendue du ciel. Il n'y a plus de montagnes, plus de murs, nulle part. Tout est comme lui, en mouvement. Les cheveux de Jérôme.
cheveux de Jérôme lui descendaient sur les épaules à 15 ans. Il portait des vestes à carreaux achetées par sa mère. Des choses délicates qui le signalaient à la raillerie publique. Au début des années 80, l'œil exercé des lycéens de Saint-Lô, dans la cour du lycée Coluche, au 14 avenue Serge Dassault, décelait la main, les conseils, le regard de sa mère sur les chemisettes de Jérôme. Les lycéens, avant le premier cours de 8 heures, avaient spontanément envie de cracher sur le soin, la voix, la sollicitude maternelle, spontanément envie de lui cogner la tête contre un mur pour voir si sa mère lui sortirait par les oreilles, peut-être. Je le revois se déplacer, gracile comme un jeune page, à travers la cour, frêle mais piquant déjà, prompt à une répartie cinglante qui décourageait les gifles. Bon, sociologiquement, il faut bien repérer ça, sociologiquement, le poing dans la gueule commençait à perdre de son prestige chez les garçons de 15 ou 16 ans dans les classes moyennes et bourgeoises de la Basse-Normandie au début des années 80. Maman avait un instinct sûr pour ces choses. Il fallait serrer son rejeton dans des horaires réguliers, remplis à crever d'activités sérieuses, utiles pour la suite, pour qu'il n'y ait pas d'écart, de pas perdu possible. Pas de pas perdu possible. Rejeton, rejeton, nouveau jet qui pousse sur la souche. Rejeton, nouveau jet qui pousse sur la souche. Sans ces heures de solfège cernées par les tresses, le rejeton aurait, on ne peut pas dire. On ne peut pas le dire. Même la fille du charcutier de Grosbourg, qui n'a pourtant pas la langue dans sa poche, c'est horrible. C'est à peine concevable ce que le rejeton aurait fait si on l'avait laissé seul. La fille du charcutier de Grosbourg avait voulu m'inscrire à des cours d'éducation physique, mais elle avait constaté avec ravissement que son rejeton n'avait pas de corps. C'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt une bonne chose, cette absence de corps avait joui vastement dans l'espace la voix de la fille du charcutier. Dans le Figaro Magazine du week-end, elle avait lu un reportage sur 4 garçons qui avaient eu leur bac avec mention très bien à Louis le Grand. Alors Louis le Grand, à Paris, est un lycée d'élite. Un établissement d'excellence suprême où les meilleurs professeurs de France enseignent à des classes extraordinairement motivées dans des classes où brille un très très beau parquet ciré. Ah, ça ne bavasse pas dans les classes de Louis le Grand, ça ne flirte pas, ça ne se met pas de main dans les culottes. Les élèves de Louis le Grand montent et descendent de très beaux escaliers à double volée de marbre, comme dans Les Disparus de Saint-Agile. On n'entend pas une mouche voler dans les couloirs. Pas une mouche. Les 4 mentions très bien avaient tous des lunettes à grosse monture, la peau grêlée de boutons sanglants grattés à l'ongle, un épais duvet brun au-dessus de la lèvre supérieure. Et alors un des garçons me fixait. Ses yeux noirs et myopes me disaient que j'étais sur la bonne voie. Continue mon gars, continue. Je suis dispensé de sport depuis 3 ans. Je lui répondais, j'ai une scoliose et ma vue baisse. C'est bien mon gars. Continue. Luisait les yeux sur la photo de l'article. La fille du charcutier avait découpé pour son rejeton l'article du Figaro Magazine. Je l'avais rangé dans le premier tiroir central de mon bureau pour pouvoir le relire régulièrement et regarder la grande photo qui ouvrait l'article. La photo tout à fait royale. Alors, internat de Louis le Grand, Paris, briques fendant l'air. Voici l'objectif. Lunettes à double foyer, peau grêlée par des maladies bizarres, épaules qui tombent, voilà le chemin. Après leur bac, mention très bien, avec félicitations du Premier ministre, les 4 garçons avaient été contactés par des écoles américaines qui feraient d'eux des triomphants, relater l'article. Et vers 30 ans, ils s'achèteraient un corps et joueraient sur des filles entièrement nues. Ils ne mourraient jamais.
À part la terreur de s'endormir seul dans le noir jusqu'à 16 ans et l'absence de corps, tout resplendissait, la splendeur éblouissante chez le rejeton. Ses résultats à l'école, surtout, ses résultats à l'école, étincelaient dans la nuit et repoussaient les monstres du placard. Le fils serait Napoléon, un énorme parpaing, fracassant sur l'arête d'un trottoir la tête des voisins et des collègues. Ni chef sioux, ni explorateur, ni junkie, ni fonctionnaire, parpaing. Ou brique. Ce que j'ai à dire. Alors, en fait, je voudrais juste ajouter une chose. C'est-à-dire que on prépare une sécession. Donc, si jamais vous voulez nous rejoindre, y a pas de problème, hein, y a pas de problème. Si vous voulez nous rejoindre, il n'y a pas de problème, on pourra préparer ensemble une fusion. Voilà. Merci. Dans la salle d'attente ou de répit, percevoir l'habitude prise de patienter toujours dans le temps élastique. Secoué vaguement par le clapotis des annonces, des nouvelles, des soins, d'une chambre pour la nuit, d'un rendez-vous. Attendre encore des formulaires, des papiers administratifs, un réconfort. Se battre avec lassitude ou avec envie, suivant l'énergie laissée à disposition entre les petites poches d'espoir et les minces lumières des humanités qui s'encouragent. Écouter toutes les langues, les paroles en flot, qui se déversent à l'aveuglette après avoir été contenues trop longtemps. Des personnes portables en main avec des logiciels qui traduisent à l'emporte-pièce. Cette phrase, par exemple. Je n'ai pas de carte de séjour, je n'ai pas de carte d'identité. Et on entend la voix mécanique et joyeuse répéter « Je n'ai pas de terre, je n'ai pas de terre, je n'ai pas de terre ». Disait peut-être aussi Emil Lichtenfeld, qu'on pourrait peut-être mal traduire par champ de lumière. Dans les arcanes, dans les couloirs souterrains, rencontrer un maçon, adepte de Krav Maga, technique d'autodéfense, de combat rapproché mélangeant différentes luttes, mise au point par ce même Emil Lichtenfeld, champion de lutte tchécoslovaque aux nombreuses médailles, qui inventa cette technique pour se défendre des attaques antisémites perpétrées dans le quartier juif de Bratislava dans les années 30.
y a une place à prendre à Bordeaux, il paraît. Ça va être le dernier texte de la soirée, mais avant, je voudrais dire un énorme chapeau à l'exposition que vous avez là de François Burland. Et François, il est là. Je ne sais pas si vous avez regardé de près ce travail-là. Ça mérite de se rapprocher, quoi. Et puis, je voudrais dire un énorme chapeau aussi à Jérôme qui est en train de bosser depuis 1h30 pendant que nous, tranquilles, on fait des petits textes, quoi. Donc, celui-ci s'appelle Électrique. Et l'ensemble de ce que j'ai lu fait partie d'un livre qui devrait paraître bientôt aux éditions Moire, avec mon éditrice qui est là-bas. Et ouais. Et ça s'appelle, le texte s'appelle, le livre devrait s'appeler Déclaré mis pour les mineurs isolés étrangers, qui est l'ancienne appellation, puisque maintenant il y a une nouvelle appellation magnifique qui s'appelle mineur non accompagné, comme ça on n'entend pas le mot étranger dedans. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. Voilà, donc ce texte s'appelle Électrique. Et cette phrase. Et cette phrase. Et cette phrase. Toujours en crainte, en attente, en inquiétude. Et cette phrase. Et cette phrase. Toujours en crainte, en attente, en inquiétude. Et cette phrase. Toujours en crainte, en attente, en inquiétude. Et cette phrase. Cette phrase qui dit « Vous avez vos papiers ?» Ou sa variante « Donnez-moi vos papiers, préparez-moi vos papiers, papier s'il vous plaît. » Mais toujours, et Jamel le sait, il le sait, toujours ce mot « papier », le papum, le pam, le pam, le papier, le pap, le pap, le pap, le pap, le papim, les papiers. Pendant longtemps, Jamal, il a cru que l'argent faisait tout. Ici, il comprend que l'argent fait tout. Certes, les papiers aussi. Les pam, les papiers, les pam, les papiers, ils donnent des droits. Aussi Jamal craint cela, il rêve cela, le moment où, dans la rue, un policier va lui demander ses papiers, c'est pas pam, c'est pam, c'est pas pam, c'est pam, c'est pas pam, c'est papier, c'est papa, c'est papa, c'est pas, ce qu'il les a pas, c'est papier, c'est papier, c'est papier. C'est pour cela qu'il évite de sortir le soir et reste au foyer. C'est pour cela que en plein après-midi, en rentrant du foot, alors que le terrain est à 500 mètres du centre, la police, la gendarmerie, il sait pas, il comprend pas trop la différence lorsqu'on lui demande c'est pas pam, c'est pam, c'est pam, c'est pas pam, c'est pam, c'est pas pam, c'est papier, c'est papier. Alors qu'il est avec son sac de sport, il est saisi et réagit aussitôt et lâche le sac de sport et se retourne et court. Et les gendarmes ou les policiers lui disent d'arrêter, de s'arrêter. Et lui, il court. Et les policiers, ils courent. Et les gendarmes, ils courent. Et la rumeur, elle court. Que si quelqu'un court, quand la police arrive, c'est qu'il a quelque chose à se reprocher. Il a quelque chose en cours. C'est la rumeur, elle court. Et les policiers et les gendarmes, ils connaissent la rumeur. Et Jamal, il court, il a peur, il court, il a peur, il connaît pas la rumeur. Il court, il a peur, il court, il a peur, il court. Qu'est-ce qu'il a peur? Qu'est-ce qu'il court? Il a peur, il arrive à un mur. Un mur, encore un mur, toujours des murs, une histoire de murs, des murs. Ça y est, on s'y connaît, en mur. Et là, c'est le mur avec des dessins et des panneaux triangulaires et des dessins de personnes foudroyées. Mais Jamal, il n'a pas le temps de voir les dessins. De toute façon, il ne connaît pas leur signification. Et derrière lui, ça crie fort, ça se rapproche, il accélère et franchit le mur. Et là, les policiers arrivent et grimpent et franchissent le mur. Et là, Jamal, il fait le tour de l'installation électrique, de la cuve, du transformateur, et voit des enroulements au-dessus de sa tête, et ne sait pas où aller. Et Jamal, il tourne autour de ce qui doit être un local technique, mais qui semble hermétique. Et là, les policiers, ils passent de chaque côté pour l'encercler. Il y a Christophe et Anthony, dit Tonio, il est sympa Tonio, et puis en plus, il est rigolo Tonio. Et Jamal, il voit des structures avec des fils et des câbles immenses et solides,
et là, Christophe et Anthony, dit Tonio, il aime bien les apéros, Tonio. Policiers, ils sont sur lui, plus que 10 mètres, et là, juste au moment de tenter une nouvelle fuite, Jamal, il a la fermeture éclair de son blouson, qui, sans qu'il ne touche rien, elle passe, sa fermeture éclair, elle passe sous la ligne à haute tension, et les câbles, et les fils, et tout ce fourbi électrique, et là, Anthony, dit Tonio, le roi de l'apéro, il est rodé à l'action, il est policier, il est aguerri, il saute sur Jamal, et là, il saute sur Jamal, et là, il saute sur Jamal, avant qu'un arc électrique, et c'est à ce moment-là qu'il y a ce qu'on appelle un arc électrique, c'est beau comme nom, un arc électrique, quand on y réfléchit, ça ressemble à un arc-en-ciel, c'est beau, mais c'est électrique, et Jamal, il est là, et Jamal est là, et l'arc électrique, et Jamal, et l'arc électrique, et là, et Jarkemal, et Jamal, et l'arc électrique, et là, je vous laisse deviner la suite.